On dit que l'amour peut soulever des montagnes, mais peut-il réécrire un destin gravé dans le sang? Peut-il, face à l'inéluctable, trouver une issue là où la science et la raison baissent les bras? J'allais bientôt découvrir que la réponse ne se trouvait pas dans les manuels de médecine que je connaissais par cœur, mais dans le murmure d'une conversation volée et dans les yeux d'un parfait inconnu. J'étais assise sur un banc en bois brut devant l'imposant hôpital universitaire Vanderbilt, les mains si fermement jointes que mes jointures avaient viré au blanc fantomatique. L'air printanier, habituellement une promesse de renouveau, charriait le doux parfum des cornouillers en pleine floraison, et le soleil de l'après-midi dansait sur l'immense façade vitrée du bâtiment. Pourtant, rien de cette beauté ne parvenait à percer le brouillard glacé qui avait envahi mon esprit. Mon mari, Daniel Carter, mon ancre, mon univers, gisait dans une chambre de l'unité de soins intensifs derrière ses murs de verre et d'acier, menant une bataille silencieuse pour sa vie contre un ennemi insidieux que nous n'avions jamais vu venir. Des gens passaient, un flot ininterrompu de vies ordinaires. Leur conversation, douce et banale, me parvenait par bribes, des projets de dîner, des soucis de jardinage, des rires partagés. Pendant une seconde fugace et douloureuse, j'aurais tout donné pour être l'une d'entre elles. Juste une femme profitant d'un après-midi ensoleillé, insouciante. Mais je n'étais plus cette femme. Mon monde, autrefois vaste et rempli de projets, s'était rétréci aux dimensions d'une chambre d'hôpital aseptisée et au rythme lancinant et angoissant des moniteurs médicaux. Daniel, mon Daniel, avait toujours été une force de la nature, un homme inarrêtable. Il était ce genre d'homme capable de travailler 12 heures d'affilée dans son atelier, à façonner des meubles sur mesure avec une patience d'artisan, puis de rentrer à la maison avec suffisamment d'énergie pour préparer le dîner en fredonnant et me demander comment s'était déroulée ma propre journée d'infirmière. Il possédait ce sourire désarmant qui avait le pouvoir de me faire croire que tout irait bien, même lorsque la vie semblait particulièrement lourde. Il était mon refuge, mon point d'ancrage, et maintenant, en le voyant s'effacer jour après jour, j'avais la terrifiante impression de marcher sur des sables mouvants, m'enfonçant inexorablement. Il y a 6 mois à peine, nous pensions avoir toute la vie devant nous. Notre existence était un livre aux pages blanches, prêt à être rempli. Nous parlions avec légèreté de ces vacances en Italie que nous ne pouvions pas encore nous permettre. D'une maison plus grande pour accueillir les enfants dont nous rêvions encore secrètement. Peut-être même d'adopter un chien, un golden retriever que Daniel aurait appelé Sawdust. Et puis, tout a basculé. Daniel est rentré un soir, plus pâle et épuisé que d'habitude, balayant mes inquiétudes d'un revers de la main en attribuant sa fatigue à une simple longue journée. Mais la fatigue n'a pas disparu. Elle s'est installée, s'est intensifiée, se transformant en une lourde chape de plomb, puis en bleus inexpliqués qui fleurissaient sur sa peau et en nuits suffocantes où il luttait pour reprendre son souffle. Le diagnostic est tombé comme un coup près. Le médecin a prononcé des mots qui semblaient appartenir à une langue étrangère et cruelle. Anémie aplasique auto-immune. Son propre corps, dans une trahison ultime, détruisait sa moelle osseuse, mettant à l'arrêt l'usine même qui produisait son sang, sa vie. Sans une greffe de cellules souches, nous a-t-on expliqué avec une compassion clinique, il y avait peu d'espoir. J'ai tenté de paraître forte devant lui, lui tenant la main avec une fermeté que je ne ressentais pas, murmurant des promesses creuses, on va s'en sortir, mon amour. Tu vas voir. Mais chaque nuit, la façade s'effritait. Je m'enfermais seule dans la salle de bain, étouffant mes sanglots dans une serviette pour qu'ils ne m'entendent pas. Parce que je savais quelque chose que Daniel ignorait, un secret qui rendait notre situation presque désespérée. Il n'avait pas de famille. Il avait grandi au sein du système de placement familial, ballotté de foyer en foyer, sans jamais connaître ses parents, sans même savoir s'il avait des frères et sœurs quelque part dans ce monde. Et sans famille proche, les chances de trouver un donneur compatible étaient quasi inexistantes, une probabilité statistique si faible qu'elle en devenait une sentence. Nous étions inscrits sur le registre national des donneurs, bien sûr, mais les médecins avaient été d'une honnêteté brutale. L'attente pouvait durer des mois, voire des années, et Daniel ne disposait pas de ce luxe. Plus tôt dans la journée, lorsque son médecin m'avait prise à part dans le couloir, ces mots avaient brisé le peu de force qui me restait. « Émilie, nous sommes à court d'options. Si nous ne trouvons pas un donneur compatible très rapidement. » Il n'a pas eu besoin de terminer sa phrase. Le silence qui suivit était plus assourdissant que n'importe quel mot. J'étais donc assise là, sur ce banc,
les larmes brouillant ma vue, me sentant totalement impuissante. J'étais infirmière. J'avais consacré ma vie à aider les autres, à soigner, à guérir. Pourtant, j'étais incapable de sauver l'homme que j'aimais plus que ma propre vie. Les souvenirs de la vie que nous avions bâtie ensemble défilaient dans mon esprit. Notre petite maison en bois en lisière de Nashville, notre cocon. Le rocking chair qu'il m'avait fabriqué de ses propres mains pour notre premier anniversaire de mariage, sur lequel nous avions passé tant de soirées à refaire le monde. Le petit mot encadré qu'il avait griffonné un matin et qui était toujours accroché à la porte de la cuisine, « Tu es mon pour toujours ». L'idée de le perdre était une douleur physique, insupportable. Au plus profond de moi, une voix perfide me murmurait que je devrais peut-être commencer à m'y préparer. Je me détestais d'avoir cette pensée, mais le deuil avait déjà commencé son lent et inexorable travail de sape sur mon cœur. Puis, comme si l'univers, après avoir été si cruel, décidait de m'accorder un répit inattendu, j'ai surpris une bribe de conversation. 2 employés de l'hôpital, en pause cigarette à quelques mètres de moi, discutaient nonchalamment. Une conversation qui allait absolument tout changer. Ma rencontre avec Daniel s'était produite un soir où la vie semblait légère et merveilleusement ordinaire, bien avant que les hôpitaux et les dossiers médicaux ne deviennent le décor de notre quotidien. Je venais de passer mon examen final de l'école d'infirmière, épuisé mais euphorique, et mes amis m'avaient entraîné de force dans un petit café du centre-ville de Nashville. L'endroit n'avait rien d'extraordinaire, juste un vieux bâtiment en briques avec un parquet usé par des milliers de pas et une odeur réconfortante de café fraîchement torréfié qui imprégnait les murs. Je me souviens de son entrée comme si c'était hier. Il portait un sac en papier rempli de matériel acheté à la quincaillerie du coin, son jean était couvert de poussière de bois, et il émanait de lui un calme, une confiance tranquille qui forçait le respect. Nos regards se sont croisés, il a esquissé un sourire timide et m'a demandé si la place en face de moi était prise. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures ce soir-là, de tout et de rien. De son amour pour le travail du bois, de mon désir de travailler en pédiatrie, de notre haine commune pour les olives et de notre passion partagée pour le crumble aux pêches. Quand il riait, un rire franc et sincère, ses yeux se plissaient au coin, et quelque chose au fond de moi a su. C'était lui. À partir de ce soir-là, Daniel est devenu une constante dans ma vie. Il avait l'art des petites attentions qui transformaient le banal en magie, un pot de miel local acheté au marché, un bouquet de fleurs sauvages enveloppé dans du papier craft, un nouveau livre parce qu'il se souvenait m'avoir entendu dire que je voulais le lire. 2 ans plus tard, nous nous sommes dit oui sous un vieux chêne majestueux, devant nos familles et nos amis. Je portais les boucles d'oreilles en perles de ma mère, et Daniel a pleuré sans retenue en me voyant remonter l'allée. Il n'était pas du genre à cacher ses émotions. Il croyait en un amour exprimé pleinement, sans hésitation. Notre petite maison en bois est devenue notre projet. Daniel, affirmant qu'il pouvait tout rénover lui-même, a passé ses week-ends à poncer les planchers, à installer des étagères et à construire ce fameux rocking chair qui trône toujours sur notre porche, témoin silencieux de nos innombrables soirées passées à nous balancer côte à côte, à regarder les lucioles danser dans le crépuscule du Tennessee. La vie était pleine, riche, même si elle n'était pas parfaite. Il ne manquait qu'une seule chose. Un enfant. Nous avons commencé à essayer peu après le mariage, avec l'optimisme naïf de ceux pour qui tout a toujours semblé facile. Mais les mois passaient, et rien. Les médecins ont fini par poser un diagnostic, des mots cliniques qui sonnaient comme une condamnation, mon corps ne coopérait pas. Nous avons tout essayé, les traitements, les injections d'hormones, les rendez-vous sans fin, et finalement la fécondation in vitro. La première tentative fut un échec. La seconde aussi. À chaque test négatif, je me sentais un peu plus brisée, comme si mon propre corps nous avait trahis. Mais Daniel, lui, n'a jamais flanché. Il me serrait dans ses bras les nuits où je pleurais à m'en donner mal à la tête, murmurant « Émilie, ça ne change absolument rien à l'amour que je te porte ». Il a même suggéré l'adoption, parlant avec un enthousiasme sincère de tous ces enfants qui avaient besoin d'un foyer. Je voulais partager son optimisme, vraiment. Mais une partie de moi rêvait encore de voir un enfant avec ses yeux bleus et ce sourire en coin qu'il arborait quand il se retenait de rire. Un jour, après un énième échec, je me suis effondrée. « Tu mérites une femme qui puisse te donner une famille », lui ai-je sangloté. Il a doucement relevé mon menton. « Émilie,
je ne t'ai pas épousé pour avoir des enfants. Je t'ai épousé pour t'avoir, toi. C'est toi, ma famille. C'était ça, Daniel. Inébranlable, bon, altruiste. Il choisissait toujours l'amour. Avec le recul, je réalise que ces épreuves nous avaient préparés, sans que nous le sachions, à la tempête qui allait s'abattre sur nous. Quand la maladie a frappé, notre monde s'est effondré. Et pourtant, même allongé dans ce lit d'hôpital, faible et pâle, il essayait encore d'être le plus fort des deux, plaisantant sur la nourriture insipide et me taquinant sur mon air soucieux. Mais je savais que cette fois, c'était différent. C'était une question de vie ou de mort. Je restais figé dans la cour de l'hôpital, les mots des deux employés résonnant en boucle dans ma tête. Tu connais ce type aux soins intensifs, Carter? Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce gars qui habite à Pinoloo. Je te jure, c'est comme voir la même personne. Pinoloo. Une petite ville de montagne à environ 2 heures de route à l'est. J'y étais allé une seule fois. C'était le genre d'endroit où le temps semblait s'écouler plus lentement. Une coïncidence? C'était possible. Mais une intuition, une force irrationnelle, me disait le contraire. Daniel avait passé sa vie à se demander s'il avait une famille quelque part. Il avait un jour envisagé de rechercher ses parents biologiques, avant de renoncer, de peur du rejet. Et s'ils n'ont pas voulu de moi à l'époque, pourquoi voudraient-ils de moi maintenant, m'avait-il confié, la voix chargée d'une douleur ancienne. Mais aujourd'hui, la famille n'était plus une question de curiosité. C'était une question de survie. Cette nuit-là, le sommeil me fuit. Assise au chevet de Daniel, je lui murmurai une promesse, je vais arranger ça, Danny. Peu importe ce que ça coûte. Le lendemain matin, j'ai demandé un congé d'urgence. Ma supérieure, une femme au grand cœur, a signé le formulaire sans poser de questions. J'ai fait un petit sac, le cœur battant un rythme effréné, un mélange d'espoir fou et de terreur. Je n'avais aucun plan, juste une photo de Daniel sur mon téléphone et le nom d'une ville. Avant de partir, je suis passé le voir. Il était réveillé. On dirait que tu pars à la conquête du monde, a-t-il plaisanté d'une voix faible. Je l'ai embrassé sur le front. C'est possible. Repose-toi. Je reviens vite. Je ne pouvais pas lui donner un espoir qui risquait d'être anéanti. La route vers Pinoloo était surréaliste. L'autoroute a laissé place à des routes de campagne sinueuses. En traversant le vieux pont de bois qui marquait l'entrée de la ville, j'ai murmuré une prière. Je me suis garé près d'une petite épicerie et j'ai abordé le vendeur, un homme d'une 50aine d'années au regard bienveillant. Excusez-moi, je cherche quelqu'un. Je n'ai pas son nom, mais on m'a dit qu'il ressemblait à cet homme. Je lui ai montré la photo. Les yeux de l'homme se sont écarquillés. Oh, vous parlez sûrement de Luke Henderson. Il habite près des champs de maïs, sur la route départementale 6. Oui, la ressemblance est frappante. Mon cœur s'est emballé. Il m'a indiqué le chemin, et je suis reparti, les mains tremblantes sur le volant. La route départementale 6 n'était guère plus qu'un ruban d'asphalte craquelé. Une légère bruine commençait à tomber. J'ai ralenti en apercevant une boîte aux lettres sur laquelle était peint en lettres blanches délavées, Anderson. La maison derrière était vieille, usée par les intempéries. Un instant, le doute m'a assailli. Et si je me trompais? Mais l'image de Daniel, faible et vulnérable, m'a donné le courage de sortir de la voiture. J'ai frappé à la porte. Après un moment qui m'a semblé une éternité, elle s'est ouverte en grinçant. Un homme se tenait là. Ses yeux m'ont coupé le souffle. C'était le même bleu perçant que ceux de Daniel. La même forme, la même intensité. Puis-je vous aider? Sa voix était grave, méfiante. J'ai tendu mon téléphone. Voici mon mari. Il s'appelle Daniel Carter. On m'a dit que vous lui ressembliez. Il a fixé l'écran, son expression passant de la confusion à l'incrédulité. Eh bien, ça alors. Il a relevé les yeux vers moi. Entrez. L'intérieur était simple, propre. Il m'a désigné une chaise. Je lui ai tout raconté, la voix brisée par l'émotion. La maladie, le besoin urgent d'une greffe, le fait que Daniel se croyait sans famille.
Luke Henderson m'écoutait, le regard fixé sur la photo. Finalement, il a relevé la tête. Je crois que c'est mon frère. Le souffle m'a manqué. Notre mère, elle n'a pas eu une vie facile. Elle a eu beaucoup d'enfants. Quand j'étais petit, elle a eu un autre bébé, un garçon. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le garder. Elle a signé les papiers à l'hôpital et l'a laissé là. Je n'ai jamais oublié. Je me suis toujours demandé ce qu'il était devenu. Ses propres yeux s'étaient remplis de larmes. Je ne connaissais même pas son nom, jusqu'à maintenant. La mâchoire de Luke s'est crispée, et il s'est levé d'un bond, une détermination farouche sur le visage. Je le ferai. La greffe. Pas besoin de réfléchir. C'est mon frère. Si je peux l'aider, bien sûr que je le ferai. On part quand ? Nous sommes retournés à Nashville cette nuit-là, son vieux pick-up suivant ma voiture sous une pluie battante. Pour la première fois depuis des mois, un poids immense s'était levé de mes épaules. L'espoir, un espoir solide et réel, avait refait surface. J'ai conduit Luke jusqu'à la chambre de Daniel. Daniel était réveillé. Ses yeux se sont illuminés en me voyant, puis se sont plissés de confusion en voyant l'homme qui m'accompagnait. Le silence s'est installé, lourd d'une émotion palpable. La bouche de Daniel s'est entr'ouverte. Luke s'est avancé, la voix étranglée. Je crois que je suis ton frère. Daniel a cligné des yeux, et les larmes qu'il retenait depuis si longtemps ont coulé sur ses joues. Il a tendu une main tremblante, que Luke a saisie fermement. On parlera plus tard, a dit Luke doucement. Pour l'instant, je suis là pour te sauver la vie. Les résultats des tests sont arrivés le lendemain. Compatibilité parfaite. L'une des meilleures que les médecins aient vues. La procédure a eu lieu le jour même. Les heures d'attente ont été les plus longues de ma vie. Mais finalement, c'était fait. La greffe s'était bien déroulée. Assise près du lit de Daniel, je lui tenais la main, sentant la chaleur revenir progressivement dans sa peau. Pour la première fois depuis des mois, son visage avait repris une teinte rosée. Luke est entré, fatigué mais souriant. « Tu viens de me donner une seconde chance », a murmuré Daniel. Luke a secoué la tête. « On est quitte. Tu viens de me donner une famille. » Les jours qui ont suivi ont été comme une aube après une longue nuit. Le corps de Daniel a accepté la greffe avec une vigueur inattendue. Chaque matin apportait une nouvelle victoire, un peu plus de couleur sur ses joues, une voix plus assurée, une poignée de main plus ferme. Luke est resté, dormant sur un fauteuil inconfortable dans la salle d'attente, veillant sur ce frère retrouvé. Leurs conversations, d'abord hésitantes, sont devenues fluides, remplies de décennies de questions et de curiosité. Daniel apprenait l'existence d'autres frères et sœurs, de neveux et nièces, d'une famille qu'il n'avait jamais osé imaginer. Le jour où Daniel a quitté l'hôpital, un après-midi frais d'automne, a été l'un des plus beaux de ma vie. En rentrant à la maison, notre petite maison en bois, Luke nous suivait, non plus comme un visiteur, mais comme une partie intégrante de notre existence. Notre foyer semblait plus grand, plus complet. Les semaines et les mois qui ont suivi ont vu naître une fraternité profonde. Le soir, sur le porche, ils assemblaient les pièces manquantes de leur histoire. Un soir, Luke a offert à Daniel un petit canif usé, gravé des initiales de leur père. « C'est tout ce qu'il me reste de lui », a-t-il dit. « Je veux que tu l'aies. » Les cheveux de Daniel ont repoussé, son rire a de nouveau résonné dans la maison, et il a recommencé à travailler le bois dans son garage. Un soir, il m'a entraîné sur le porche et m'a montré un deuxième rocking chair, flambant neuf, placé juste à côté du premier. « Pour toi », a-t-il dit simplement. Nous nous sommes assis, nous balançant doucement au rythme de notre nouvelle vie. Un an plus tard, par une journée d'automne particulièrement ensoleillée, nous étions tous réunis derrière la maison de Luke à Pin Hollow, autour d'un feu de joie. Les flammes dansaient, projetant une lueur chaude sur les visages de notre famille élargie. Daniel m'a serré la main. Avant, je pensais qu'être orphelin signifiait être seul pour toujours. J'avais tort. Je t'avais, toi. Et maintenant, je les ai tous. J'ai posé ma tête sur son épaule, écoutant le rire de Luke et le crépitement du feu. Notre histoire avait commencé dans le désespoir, mais elle se terminait dans la lumière. La vie nous avait brisés,
mais elle nous avait reconstruits, plus forts et plus unis. Parfois, au moment même où l'on est sur le point de perdre tout espoir, l'univers vous offre exactement ce dont vous avez besoin, et bien plus encore.